Êtes-vous certain d'avoir la bonne méthode? Beaucoup de jardiniers pensent que l'entretien d'automne se résume à ramasser les feuilles mortes. Mais cette erreur, c'est celle qui pourrait vous coûter toute votre récolte de fraises, de framboises et d'ail l'année prochaine. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce dont vos plantations ont réellement besoin pour survivre même à l'hiver le plus rude. Et je vous le promets, vous allez découvrir au moins 3 secrets insoupçonnés qui sauveront vos parcelles, même si vous pensiez qu'il était trop tard. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, laquelle de ces cultures craignez-vous de perdre le plus? Les fraises, les framboises ou l'ail? Avant de passer aux actions concrètes, il est essentiel de comprendre l'ennemi auquel nous faisons face. L'hiver, pour les plantes, ce n'est pas seulement le froid. C'est un ensemble complexe de menaces. Premièrement, il y a le gel capable littéralement de faire éclater les cellules du système racinaire. Deuxièmement, c'est le vent glacial qui dessèche les pousses, parfois même plus qu'une sécheresse estivale. Troisièmement, l'excès d'humidité durant les redoux qui provoque le pourrissement et favorise le développement des maladies fongiques. Et bien sûr, les rongeurs affamés, pour qui vos plantations bien abritées représentent un véritable festin. Notre objectif n'est pas de simplement poser une couche d'isolant par-dessus, mais de mettre en place une protection équilibrée contre l'ensemble de ces facteurs. Comprendre ces menaces, c'est la clé des actions appropriées, et c'est ce que nous allons aborder maintenant. Alors, commençons par la reine du jardin, la fraise. L'erreur la plus courante est de tout laisser en l'état en espérant que la neige se chargera de la protection. C'est absolument fatal. Les vieilles feuilles, malades ou endommagées, qui restent sur les plants, deviennent de véritables foyers d'infection. Sous la neige, au chaud et dans l'humidité, les champignons et les parasites se mettent à proliférer activement. Au printemps, au lieu d'avoir des pieds de fraisier sains, vous obtiendrez des plantes affaiblies. Elles devront alors consacrer toute leur énergie à lutter contre les maladies plutôt qu'à former de belles fraises. C'est pourquoi la première et la plus importante des règles est la taille d'assainissement. N'ayez pas peur de prendre votre sécateur. Votre objectif est de créer les conditions les plus saines possibles pour que la plante puisse entrer en dormance. Imaginez que vous préparez votre animal de compagnie pour un long sommeil. Vous voulez qu'il soit confortable et en sécurité, n'est-ce pas? Concentrons-nous maintenant sur la procédure de nettoyage. Qu'est-ce qu'il faut enlever précisément? Il est impératif de couper toutes les feuilles anciennes, rouges, tachetées ou sèches. Elles n'apportent que plus rien aux plants et deviennent de même une source potentielle de problèmes. Retirez également sans pitié tous les stolons ou gourmands, sauf, bien sûr, si vous prévoyez de multiplier vos fraisiers. Ces stolons puisent de précieux nutriments dans le pied-mère, nutriments pourtant essentiels à la formation des bourgeons floraux pour la récolte de l'année suivante. Attention, nous allons maintenant démystifier un mythe populaire. N'osez surtout pas tondre ou couper l'intégralité du feuillage. Les feuilles vertes et saines sont les poumons de la plante. Elles continuent de photosynthétiser jusqu'aux premières gelées stockant le sucre. Ce sucre agit comme un antigel naturel, absolument crucial pour aider le pied à passer l'hiver. Laissez toujours 3 à 5 jeunes feuilles bien saines au centre de la rosette de chaque fraisier. Une fois que nous avons fait le ménage et retiré tout ce qui est superflu, il est temps de procéder au traitement préventif. Même les pieds qui semblent sains peuvent cacher des spores de champignons ou des larves de parasites. Le traitement d'automne, c'est comme un vaccin qui protégera vos fraisiers pendant tout l'hiver. Quel produit utiliser? Une excellente option est la bouillie bordelaise avec une solution à 1%. C'est un remède éprouvé qui combat efficacement la plupart des maladies fongiques, notamment la pourriture grise et les diverses taches foliaires. L'aspersion doit être généreuse. Assurez-vous que la solution atteigne non seulement les feuilles restantes, mais aussi le sol autour des pieds. Si vous préférez éviter les produits chimiques, vous pouvez opter pour des fongicides biologiques
par exemple à base de Bacillus subtilis. Morsogessin, Gilgit. Le point crucial est d'effectuer le traitement par temps sec et sans vent, pour que le produit ait le temps d'agir avant la prochaine pluie. L'étape cruciale qui suit, c'est la fertilisation automnale. Et là, beaucoup commettent une erreur monumentale en utilisant des engrais azotés. Retenez bien ceci. L'azote en automne, c'est votre pire ennemi. Il stimule la croissance du feuillage, alors que la plante doit, au contraire, se préparer à l'hiver et au repos végétatif. Les nouvelles pousses tendres n'auront pas le temps de s'endurcir et gèleront dès les premières baisses de température, affaiblissant ainsi le pied entier. À l'automne, vos fraisiers ont besoin de phosphore et de potassium. Le phosphore est essentiel pour le développement d'un système racinaire robuste, tandis que le potassium augmente la résistance au froid et favorise l'accumulation des sucres. L'option idéale est le monophosphate de potassium ou un engrais d'automne spécifique avec une teneur en azote minimale. Vous pouvez aussi utiliser de la cendre de bois en la répandant autour des plants. Cet apport nutritif est votre investissement pour la récolte future. Car c'est justement maintenant que se forment les bourgeons floraux qui donneront les fraises au printemps. Faut-il arroser les fraisiers à l'automne? Absolument, oui. Cette technique s'appelle l'arrosage de réserve hydrique et elle est cruciale, surtout si l'automne a été particulièrement sec. Un sol sec gèle beaucoup plus profondément et rapidement qu'un sol humide. L'eau présente dans la terre va dégager de la chaleur et ralentir l'arrivée du gel aux racines. Imaginez une éponge sèche et une éponge mouillée. La mouillée mettra beaucoup plus de temps à geler. L'arrosage doit être très généreux, afin de saturer la terre sur une profondeur de 30 à 40 cm. Faites-le environ 2 à 3 semaines avant l'arrivée des premières gelées persistantes, au moment où le feuillage a cessé de pousser activement, mais que la terre n'est pas encore gelée. Cet apport d'eau créera une réserve d'humidité qui non seulement protégera les racines du froid extrême, mais aidera également la plante à se réveiller plus facilement au printemps. Passons maintenant au meilleur allié de vos fraisiers, le paillage, la couverture la plus douillette qui soit. Beaucoup pensent qu'il suffit de jeter du foin par-dessus et que le travail est fait. Mais comme souvent, le diable se cache dans les détails. Premièrement, il ne faut surtout pas se précipiter. Vous devez attendre les premières gelées stables, le moment où la couche superficielle du sol commence à peine à geler. Si vous couvrez vos fraises trop tôt, la chaleur sous le paillis risque de faire pourrir ou d'étouffer les plants, ce qui leur serait fatal. Deuxièmement, le choix du matériel. L'idéal, ce sont les copeaux de bois sec, la litière d'aiguille de pin, la tourbe ou le compost bien mûr. Quant à la paille, il faut l'utiliser avec prudence. Elle est le refuge idéal pour l'hiver des souris. La couche de paillage doit faire environ 5 à 7 cm d'épaisseur. C'est suffisant pour protéger les racines contre un gel profond, sans pour autant créer un effet de serre indésirable. Et une dernière chose, pailler uniquement sur terre sèche. Mais dans quel cas le paillage est-il insuffisant? Dans les régions où les hivers sont rudes et peu enneigés, les fraisiers auront besoin d'une protection supplémentaire. Quand faut-il mettre cette protection? Encore une fois, ne soyez pas pressés. Les fraisiers doivent d'abord s'endurcir. De petites gelées, allant jusqu'à -5, voire -7 degrés, leur sont même bénéfiques. Il faut commencer à couvrir lorsque les températures négatives deviennent stables et persistantes. Le matériau le plus couramment utilisé est le voile d'hivernage blanc, aussi appelé intissé ou agrotextile. Choisissez une densité d'au moins 60 grammes par mètre carré. On le tend sur des arceaux bas afin de créer une lame d'air. C'est essentiel pour que le tissu ne repose pas directement sur les feuilles et n'y gèle pas. Une excellente méthode de grand-père, très traditionnelle, est l'utilisation de branches de sapin ou de pin. Cela maintient la chaleur, laisse circuler l'air et, en prime, repousse les rongeurs. Par contre, attention, il ne faut jamais utiliser de film plastique pour couvrir. Le danger est la formation de condensation,
ce qui ferait pourrir les plantes. Passons maintenant à l'ail d'hiver. La crainte majeure de tout jardinier est double. Soit il meurt de froid, soit il pourrit. Ces deux problèmes sont directement liés à des erreurs de plantation et d'entretien. L'ail est pourtant une culture plutôt rustique, mais il reste vulnérable. Si l'hiver est bien enneigé, il passera la saison sans problème, même sans protection. Après tout, la neige est le meilleur isolant thermique. Mais si le gel frappe la terre nue, vos plantations risquent de subir de sérieux dommages. À l'inverse, si l'automne est long et doux, et que vous recouvrez vos plants trop tôt, les cailleux risquent de germer. Ils pourraient alors mourir de froid, ou tout simplement s'étouffer sous une épaisse couche de paillis humides. C'est pourquoi, avec l'ail, plus que toute autre culture, l'équilibre est essentiel. Voyons comment y parvenir et éviter ces deux extrêmes. Pour réussir l'hivernage de votre ail, la clé réside dans une plantation effectuée dans les règles de l'art. Deux facteurs sont essentiels ici: le bon moment et la bonne profondeur. Vous devez planter l'ail d'hiver environ 3 à 4 semaines avant l'arrivée des grands froids stables. Durant cette période, le cailleux doit absolument avoir le temps de s'enraciner, mais sans jamais germer. Si vous plantez trop tôt, l'ail va pousser prématurément, ce qui l'affaiblira considérablement avant l'hiver. Si, au contraire, vous plantez trop tard, il n'aura pas le temps de former ses racines et risque d'être littéralement soulevé ou expulsé du sol par le gel. La profondeur est tout aussi cruciale. Voici la règle de base. La profondeur de la plantation doit correspondre à 3 fois la hauteur du cailleux. Pour les gros cailleux, cela représente généralement 8 à 10 cm. Top, zot, dodsi. Une plantation trop superficielle entraîne un risque de gel fatal. À l'inverse, si vous plantez trop profond, l'ail aura énormément de mal à percer la terre au printemps, et la tête que vous récolterez restera petite. Alors, ne négligez pas l'étape de creuser des trous corrects. C'est l'étape la plus fondamentale pour une bonne récolte. Faut-il apporter de l'engrais à l'ail d'hiver avant que la saison froide n'arrive? On trouve souvent sur Internet des conseils pour ajouter des engrais dès la plantation. Démystifions immédiatement cette idée. Si vous avez correctement amendé votre parcelle avec de la matière organique et un engrais minéral complet avant de planter, l'ail n'a absolument besoin d'aucun apport supplémentaire en automne. Il dispose déjà de tous les nutriments nécessaires. Pire encore, un excès de nutrition, surtout en azote, risque de provoquer une croissance prématurée, ce que nous voulons absolument éviter. De plus, le système racinaire de l'ail ne se développe pas activement en automne. Il ne pourrait de toute façon pas assimiler tous ces nutriments. Concentrez-vous plutôt sur un bon apport printanier au moment où il commencera sa phase de croissance active. En automne, notre objectif principal n'est pas de le nourrir, mais de le protéger. La meilleure façon de protéger l'ail du gel, c'est le paillage. C'est le paillis qui régule les écarts de température, retient l'humidité et empêche le sol de geler en profondeur. Toutefois, tout comme pour les fraisiers, il ne faut pas se précipiter. On ne paille la parcelle qu'après que la terre commence à geler légèrement. Que peut-on utiliser comme paillage? La tourbe, l'humus, le compost ou les feuilles mortes sèches provenant d'arbres sains conviennent parfaitement. La couche de paillis doit être conséquente. Comptez 10 à 15 cm d'épaisseur. Au printemps, dès la fonte des neiges, il faudra écarter délicatement ce paillis des jeunes pousses afin que le sol se réchauffe plus rapidement et que l'ail ne pourrisse pas. Le paillage est une procédure simple, mais incroyablement efficace, capable de sauver l'intégralité de votre récolte lors d'un hiver sans neige. Mais que faire si l'automne doux a fait son œuvre et que l'ail a malgré tout commencé à germer? Beaucoup de jardiniers débutants paniquent, pensant que la récolte est perdue. Du calme, rien que du calme. Si vous voyez apparaître des brins verts atteignant 5 à 10 cm de hauteur, ce n'est pas grave. L'ail est suffisamment robuste pour survivre à cela. Oui, ces pousses vertes vont probablement mourir sous l'effet du gel, mais
Le bulbe lui-même restera vivant sous terre et produira de nouvelles pousses au printemps. Dans ce cas, votre priorité sera absolument de pailler la planche de culture le plus épais possible dès que les gelées seront installées. Cela permettra de protéger le système racinaire. Vous ne devriez vraiment vous inquiéter que si vous l'avez planté très tôt en septembre et qu'il a atteint 15 à 20 cm, mais même dans cette situation, il y a une chance. Même si la récolte sera probablement moins abondante, passons maintenant aux framboises. La première chose à comprendre, c'est qu'il existe plusieurs types de framboisiers. Il y a la variété classique, dite d'été, qui fructifie uniquement sur les cannes de l'année précédente. Et il y a la variété remontante, qui donne des récoltes à la fois sur les cannes d'1 an et celles de 2 ans. Or, l'approche de leur taille automnale est radicalement différente. Si vous les confondez, vous pourriez vous retrouver soit sans récolte l'année prochaine, soit avec une jungle impénétrable dans votre framboiserie. C'est pourquoi, avant même de prendre votre sécateur, vous devez absolument identifier la variété que vous avez. C'est la règle d'or. Si vous ignorez la variété, surveillez la fructification. Si les baies sont apparues uniquement en milieu d'été, vous avez affaire à un framboisier classique. Si par contre, elle a fructifié jusqu'aux premières gelées, c'est qu'elle est remontante. Commençons par les framboisiers dits non remontants, ceux qui donnent des fruits en été. L'opération est assez simple. Notre objectif est d'éliminer tout ce qui est superflu. De quoi s'agit-il ? Il s'agit en premier lieu de toutes les cannes qui ont déjà fructifié cette année. Vous les reconnaîtrez facilement. Elles sont sombres, sèches et cassantes. Il faut les couper au ras du sol, sans laisser de chicots. Les chicots sont de véritables portes d'entrée pour les maladies. Ensuite, on élimine tous les jeunes drageons faibles, trop minces, malades ou abîmés. Ceux-ci ne donneront de toute façon pas de bonnes récoltes, ils ne feront qu'encombrer le pied et voler les nutriments. Combien faut-il en garder ? Pour 1 mètre carré de framboisière, on ne devrait laisser qu'environ 8 à 10 des cannes de l'année, les plus fortes, les plus saines et les plus épaisses. C'est sur elles que vous aurez la récolte de l'année prochaine. Ce type de taille d'éclaircissement garantit une bonne aération et un éclairage optimal des framboisiers. La gestion des framboisiers remontants est beaucoup plus intéressante. On a en fait 2 options possibles. La première, et de loin la plus courante, c'est la culture en cycle annuel unique. À l'automne, une fois que toute la récolte est terminée, toutes les cannes doivent être coupées au ras du sol. Absolument toutes. C'est très pratique. Pas besoin de se demander ce qu'il faut enlever et ce qu'il faut garder. Cette méthode débarrasse complètement votre parcelle des maladies et des parasites qui passent l'hiver sur les tiges. L'année suivante, de nouvelles pousses sortiront de terre et produiront une récolte abondante en fin d'été. La deuxième approche s'adresse à ceux qui souhaitent obtenir 2 récoltes. Dans ce cas, la taille se fait comme pour un framboisier classique. Vous coupez uniquement les extrémités des tiges d'1 an qui ont déjà produit des fruits. De cette façon, l'année d'après, vous aurez une première récolte précoce sur ces tiges qui ont hiverné, suivie d'une deuxième récolte en automne sur les nouvelles pousses. Attention toutefois, les pieds s'épuisent davantage et sont plus sensibles aux maladies. Dans les régions où les hivers sont rigoureux, le simple paillage des racines ne suffit pas à protéger les framboisiers. Il est essentiel de protéger les tiges également. La technique la plus sûre consiste à les coucher vers le sol. Le but est de faire en sorte qu'elles se retrouvent entièrement sous la couverture neigeuse durant l'hiver. La neige est en effet le meilleur isolant contre le froid extrême et les vents glacés. Cette opération doit impérativement être effectuée avant l'arrivée des grands froids, lorsque les tiges sont encore suffisamment flexibles. Si vous attendez, le gel les rendra fragiles et elles risqueraient de se casser net. Pour procéder, liez les pousses en bottes, puis penchez-les délicatement au plus près du sol. Maintenez-les fermement à l'aide d'agrafes, de crochets ou en les attachant à un fil tendu. Attention,
Il est crucial de ne pas les poser directement sur la terre nue. Il est préférable d'intercaler des planches ou du branchage, comme des branches de conifères, pour éviter tout contact avec l'humidité du sol et ainsi prévenir la pourriture lors des périodes de redoux. Ce geste simple permet de conserver les bourgeons floraux intacts, même face aux gelées les plus sévères. Tout comme les fraises, les framboisiers nécessitent des soins particuliers à l'approche de l'automne. Une fois la taille effectuée et tous les débris végétaux retirés, il est crucial de procéder à un traitement assainissant. Le framboisier est l'endroit idéal pour l'hibernation de nombreux parasites, comme la mouche et la cécidomie du framboisier, ainsi que des spores de maladies fongiques. C'est pourquoi la pulvérisation d'une solution à 3% de bouillie bordelaise ou de sulfate de fer est une étape indispensable. Il faut traiter non seulement les tiges elles-mêmes, mais également le sol qui les entoure. Concernant la fertilisation, les règles sont les mêmes que pour les fraisiers. L'azote est à proscrire. Apportez plutôt au pied d'arbustes des arbustes du superphosphate et du sulfate de potassium, ou plus simplement, épandez de la cendre de bois. Cela renforcera le système racinaire et améliorera la résistance au froid des jeunes pousses. Ces soins d'automne sont la garantie que vos framboisiers se réveilleront au printemps en pleine santé et plein de vigueur. Et bien sûr, il est crucial de penser au paillage du pied des framboisiers. Leur système racinaire est superficiel, ce qui les rend particulièrement vulnérables au gel. Une fois toutes les tailles, traitements et apports illicites d'engrais terminés, dès que le sol commence à geler, couvrez la base des plantes d'une épaisse couche de paillis. 10 à 15 cm, c'est l'épaisseur idéale. Que pouvez-vous utiliser? La tourbe, le compost, le fumier bien décomposé ou la sciure feront parfaitement l'affaire. Le paillis ne fait pas qu'isoler les racines. Il maintient également l'humidité du sol et, au printemps, en se décomposant, il fournira une source de nutriments supplémentaires. Cette action simple augmente considérablement les chances d'une bonne hivernation, surtout pour les jeunes plants récemment mis en terre. Ne négligez pas cette étape, car des racines saines sont la clé de la santé globale de votre plante. Abordons maintenant l'ennemi juré de toutes nos plantes hivernées, les rongeurs. Les souris et les campagnols adorent rendre se créer des nids amadouillés sous les voiles d'hivernage ou dans la paille épaisse. Et la nourriture, elle est abondante. Ils ont les racines charnues de vos fraisiers et l'écorce tendre des jeunes pousses de framboisiers. En un seul hiver, ils peuvent dévaster des parcelles entières. Alors, comment s'en débarrasser? Premièrement, si vous avez déjà un problème de souris sur votre terrain, évitez d'utiliser de la paille ou du foin comme paillage. Deuxièmement, placez des appâts empoisonnés ou rodenticides vendus en jardinerie sous vos protections. Pensez à le faire bien à l'avance. Une autre excellente méthode est d'utiliser des répulsifs naturels. Les souris n'apprécient pas du tout l'odeur forte de la tanésie, de l'armoise ou des branches de sureau. Disposez des bouquets secs de ces plantes sous vos protections. Enfin, les branches de sapin, les ramilles de conifères sont aussi très utiles. Leur aspect piquant dérange les souris qui préfèrent de les éviter. Et enfin, le secret ultime, et peut-être le plus crucial, pour bien passer l'hiver, la neige. La neige, c'est la meilleure protection qui soit, la plus fiable, la plus efficace, et surtout, elle est absolument gratuite. Une épaisseur de neige de 50 à 60 cm est capable de maintenir la température du sol autour de 0 degré, même lorsque le thermomètre descend à -30. Votre objectif est donc de retenir un maximum de neige sur vos planches de culture. Pour y arriver, vous pouvez installer des petites barrières, des branches mortes, ou des branchages de conifères pour la bloquer et l'accumuler. Durant l'hiver, après chaque chute de neige, ne soyez pas paresseux. Faites l'effort de ramasser et d'ajouter de la neige supplémentaire sur vos cultures sensibles, notamment les fraisiers, l'ail et les framboisiers que vous aurez pris soin de plier. C'est crucial, surtout au début de l'hiver. C'est souvent le moment où le gel frappe fort,
alors que la couche de neige protectrice n'est pas encore suffisante. Retenez bien ceci. Sous cette épaisse couverture de neige, vos plantes ne craindront absolument aucune gelée. Ainsi, comme vous le voyez, réussir l'hivernage, ce n'est pas de la magie, mais une série d'étapes bien définies. Nous avons vu comment tailler et protéger correctement les fraisiers, pourquoi il ne faut pas se précipiter avec le paillage de l'ail, et quelle est la différence de préparation hivernale entre les framboisiers classiques et les framboisiers remontants. Le secret majeur qui unit toutes ces cultures, c'est la gestion du bon moment, ni trop tôt, au risque qu'elles s'étouffent et pourrissent, ni trop tard pour éviter qu'elles ne gèlent. Trouver cet équilibre, c'est le véritable art du jardinier. Et je suis certain que vous le maîtrisez désormais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains conseils. Et maintenant, la question clé, quelles sont vos méthodes d'hivernage et de protection des plantes? Partagez votre expérience dans les commentaires. Aidons-nous mutuellement à cultiver de belles récoltes.